et un peu gras, parce que, bon, il y a un pourcentage à respecter, hein, de l'huile d'olive, par exemple, moi je conseille souvent à Foro, même si je suis pas kabyle, je l'ai découvert, mais c'est excellent, parce que vous avez, bon, la semoule qui va vous apporter les sucres, mais le fait qu'il y ait du gras, ça va ralentir l'index glycémique. Il y a beaucoup de légumes, ça vous apportera donc des fibres, par le biais donc des légumes, et ça va permettre de mieux tenir la journée. Bien entendu, ça s'arrête pas à Foro, ils prennent aussi leur ration de laitage, etc. Mais c'est surtout le plus important, c'est de faire ces contrôles. Et évidemment, tous les diabétiques ne vont pas se contrôler 6-7 fois. Celui qui a un moindre risque, on va lui conseiller de faire 2 contrôles par jour. Et celui qui est sous insuline, qui a des comorbidités, comme elle vous disait, qui est par exemple cardiaque et qui a décidé de jeûner, on va leur demander de faire avant. Alors, déjà le matin, ça devient pour nous la postprandiale après Sahur. Le matin, quand il se lève, il va faire un contrôle. Et le matin, s'il est trop proche de 0,70, il vaut mieux ce jour-là qu'il décide de ne pas jeûner. Parce qu'il va faire l'hypo. S'il est proche de 0,70, même 0,74, il ne tiendra pas toute la journée. Voilà. Pour les autres moments, il y a le midi et il y a un moment très très important où tout le monde risque d'aller à la limite inférieure, même si on n'est pas malade. La glycémie baisse entre 5 heures et 7 heures du soir. Juste avant le ftour. Voilà. Et il y a aussi le fait de faire donc avant le ftour et 2 heures après pour réguler la quantité qu'on prend. Parce que le problème, il ne s'agit pas juste de se dire bon, j'ai pas beaucoup mangé, il faut mesurer, parce que la différence entre avant le ftour et après peut vous engendrer des troubles du rythme, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des malaises. Donc, et même les bien portants. Je vais donner un conseil dans le sens de ce qu'a dit ma collègue. Vous savez, vous êtes toute la journée, vous n'avez pas mangé, et tout d'un coup, vous allez manger très vite, très rapidement, parce que il y en a qui sont pressés d'aller pour faire la prière tarawih, et d'autres la dame elle est tellement voilà, et il y a d'autres qui travaillent, donc ils vont manger tout d'un coup, trop vite, trop riche d'un coup. Vous n'êtes pas malade, hein, mais vous faites monter votre glycémie trop rapidement, le pancréas va sécréter un excès d'insuline et vous avez automatiquement un creux d'hypoglycémie. C'est pour ça qu'on se sent mal, on a envie de dormir, une fiche l'eau complètement. Alors prenez conscience que si vous fractionnez votre alimentation, n'est-ce pas, la justement, j'allais justement lui poser la question. Par la physiologie, on peut tout expliquer. Et quand on comprend, on ne va pas s'imposer de se faire du mal. Voilà. Parce qu'en général, c'est vrai que la table est bien garnie et on a plusieurs plats, surtout tajin nahlou, qui est incontournable aussi. Shorba et bourek tajin nahlou. Ça ne quitte pas la table pendant 30 jours. Donc, on se met à manger tout ça d'un coup. Alors, on devrait plutôt fractionner les repas ou plutôt manger tout d'un coup? On a compris que non. Effectivement, Mounia. Déjà, donc, il y a professeur Zekeli qui a parlé du repas de l'aube ou du sahur. Donc, je vais juste rajouter que ça serait intéressant de rajouter aussi des portions de protéines qui va aussi qui va aussi ralentir. C'est toujours un repas, un repas équilibré. Exactement. Donc on est d'accord, c'est entre 45 et 50% de glucides. Ça a été révisé à la baisse, avant on allait jusqu'à 55%. Il y a 20% de protéines. Et les protéines, on a un travers, on mange trop de viande rouge qu'il faut éviter, et particulièrement le mouton. Et puis les lipides que dans l'assiette du Ramadan ont été révisés pour être
entre, on peut aller jusqu'à 35%, alors que d'habitude on dit réduisez, mais c'est pour permettre à l'index glycémique de ne pas trop monter. Exactement. Effectivement, donc ça c'est par rapport au repas du suhoor qui est très important, et c'est là où il faut aussi bien s'hydrater, donc pour que le patient reste bien hydraté tout au long de la journée, et ce n'est pas juste en buvant de l'eau, mais c'est aussi en mangeant des fruits et des légumes qui sont très riches en eau, et surtout les fruits à index glycémique bas ou moyen. Après, donc, on a le patient qui a jeûné pendant toute la journée. On arrive à la rupture du jeûne. Donc là, c'est un peu problématique. Donc là, on a deux objectifs. C'est la réhydratation et la récupération des minéraux qui ont été perdus tout au long de la journée. Donc là, il faut commencer par boire de l'eau, bien sûr à température ambiante. Mais le deuxième objectif est aussi la régulation de la glycémie, d'où l'intérêt d'un resucrage, mais par un sucre naturel. Donc idéalement, c'est une date. 1 à 3 dates au grand maximum. Ensuite, commencer le plat, et en général, on commence par des crudités. Donc, c'est une source de fibres qui permet déjà de ralentir le pic glycémique ou de réduire l'index glycémique. D'habitude, on commence pas du tout par la salade, plutôt on finit avec la salade. Donc, vaut mieux commencer avec la salade quand on est justement diabétique. Vaut mieux commencer avec une salade, des crudités. Quand on dit salade, c'est une salade de crudités. C'est crudités, voilà, donc laitue, tomates, concombre. Après, pas seulement diabétique. On avait déjà dit que l'alimentation d'un diabétique doit être notre alimentation. Donc, toute personne, on est tous concernés par ces rééquilibrages, ces conseils-là. Donc, on est censé tous commencer par des crudités, par des petites portions. Et là, entamer les plats. En général, c'est shorba, mais on conseille toujours d'alterner. C'est pas 30 jours, 30 shorba, mais plutôt alterner entre shorba, soupe de légumes. On a aussi légumineuses qui sont très riches, une bonne soupe de lentilles. Oui, mais bon. Eh bien, si c'est pas tout le monde qui l'accepte, justement. On a tout le temps ces remarques-là. Ah non, pendant toute l'année, on a la desse de Eh bien, par exemple, on a parlé de suhoor. Prendre un peu de lentilles ou de fayots, une petite quantité, hein. Par exemple, l'assiette du ramadan, si vous la voyez, celle des recommandations, il y a un peu de riz, attention à l'index glycémique du riz, mais il y a aussi des légumineuses comme parce que les légumineuses empêchent le sucre de monter trop vite. C'est un index glycémique qui est bas et qui permet de mieux tenir. Voilà pourquoi dans les recommandations, c'est pas un choix, c'est peut-être plus joli de mettre autre chose, mais ça c'est vraiment étudié. On peut la préparer en salade. Exactement. On peut la préparer en salade, c'est excellent. Elle est fraîche. Voilà, on rajoute du thon qui va rapporter des crudités. Des crudités. Voilà. Il faut bien comprendre. Moi, je crois que notre mission à tous, la vôtre comme la nôtre, c'est d'expliquer aux gens, même si on a des habitudes et qu'on veut aller tout de suite vers la shorba. Ma collègue tout à l'heure, vous avez dit, le docteur Lebdjiri, que ça accélère la satiété. Donc, lorsque vous prenez des crudités, vous apportez des fibres, ces fibres vont donner l'impression donc la satiété va venir plus vite. Les fibres sont non seulement elles vont retenir les sucres, hein, elles vont les empêcher de trop monter, donc ça ralentit l'index glycémique. Deuxièmement, ça facilite le transit, alors pour les gens qui se plaignent de constipation, c'est excellent. Et puis, c'est également des antioxydants. Ils sont connus pour diminuer les cancers. Voilà pourquoi il faut privilégier de commencer par ces entrées-là, et ensuite on va moins tomber sur le reste des aliments. Maintenant, il faut se dire aussi, il faut comprendre nos habitudes. Les gens veulent commencer par ce qui est un peu chaud, pas très chaud parce que c'est toujours mauvais, mais tiède. Oui, c'est vrai. C'est pas, surtout si c'est le harira où il y a beaucoup de légumes, ou alors une soupe on a dit de céréales. Mais il faut comprendre les choses. Si vous prenez des crudités, vous allez avoir la sensation de satiété qui sera là plus tôt. D'accord.
Ah bah, très bien, donc commencer par une salade et ensuite picorer un petit peu de tout. Exactement, effectivement. Donc comme on avait dit, on alterne entre la shorba, les soupes et tout. Et revenons juste aux légumineuses. Donc les recommandations actuellement parlent de 2 tiers d'apport de protéines végétales et juste 1 tiers de protéines animales. Donc ça a changé. Et qui dit Ramadan, il y a l'incontournable de la table de Ramadan, c'est bien le bourek. Ah oui. Donc les fameux boureks, donc qu'on peut consommer, qu'on soit malade ou pas. Donc les boureks sont autorisés. Ce qu'on recommande, c'est toujours rajouter des légumes au niveau de la farce du bourek. Même si on a des protéines, de la viande ou du poulet, on peut rajouter des légumes comme la courgette râpée, comme les épinards, qui vont apporter les vitamines, les minéraux, et aussi vont donc on va vraiment être rassasié. Et puis il y a le mode de cuisson de ces boureks qui est très important. Donc c'est vrai qu'on s'est habitué au bourek frit, mais il faut goûter quand même au bourek cuit au four qui est plus croustillant, qui est très sain, qu'on va juste badigeonner avec de l'huile d'olive ou un peu de beurre et c'est très bon, c'est délicieux. Et si on peut, on réduit même la feuille de dioule, on la coupe en deux pour réduire l'apport en glucides. Et les boureks sont là, ils sont sains et healthy. Et même si on n'a pas de protéines, ils peuvent être faits à base de légumes, complètement de légumes, comme les épinards, et c'est délicieux. Ah bah, très bien. Après, on avait dit on fractionne. Oui. Donc, idéalement, c'est de prendre un peu de tout. Si on est rassasié, on peut plus. On peut faire un petit tour. Après, bien sûr, quand on est à table, ce n'est pas juste manger, mais avoir de bonnes habitudes. C'est bien mâcher pour favoriser la digestion. Aussi pour la satiété, ça va stimuler la satiété. Donc, et manger un peu de tout. Ensuite, il y a le deuxième plat. À chaque fois, on voit certains plats traditionnels qui sont un peu gras, mais on peut toujours les revisiter en réduisant toujours les viandes, en réduisant le gras. Mais ce qu'on recommande, c'est une assiette équilibrée, classique, qui contient la moitié de légumes qui peuvent être sautés à la vapeur. C'est le meilleur mode de cuisson qui préserve tous les micronutriments. Avec une petite portion de glucides complexes, un peu de protéines et le repas est là, est prêt et sain. D'accord. Et tagine lahlou, ça non, on peut Tagine lahlou, alors non, pour les diabétiques, on va dire que non. Écoutez, pour les diabétiques, moi je vais les défendre, je les ai toujours défendus. En fait, rien n'est interdit maintenant. Mais il faut raison garder. Vous pouvez goûter, il ne faut pas que ce soit tous les jours. D'ailleurs, tagine lahlou, on le fait en général le premier jour, à la moitié mi-ramadan, et puis vers le 27. Dedans, parce que beaucoup de gens ne mangent pas cette viande et vous le présentez en dessert, ben s'ils prennent 2 pruneaux, pourquoi pas, mais évidemment il faut pas rester raisonnable. Voilà, les amandes qu'il y a dedans, c'est excellent, qui accompagne, ou les fruits secs. Vous savez, ben je parle à la nutritionniste, dans les recommandations, maintenant on nous a introduit les fruits à coque. Les fruits à coque, c'est le moxerat qu'on utilise pendant la collation Sahara. Donc c'est très très important de les prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des omégas que notre corps ne peut pas fabriquer, et donc mais il faut pas en manger de façon inconsidérée, parce que c'est gras, ça va apporter beaucoup de calories, et donc c'est 50 grammes, une portion de 50 grammes, et on peut varier. C'est nous, la collation des diabétiques, on leur dit 7 amandes. Donc ça vous fait 6 cernons. C'est la meilleure des collations. Vous n'allez pas avoir faim, et donc vous n'avez plus besoin de trop manger à 10 heures, et vous pouvez tenir jusqu'au repas suivant. Donc en réalité, le diabétique peut manger de tout, mais raisonnablement, et savoir par quoi commencer. Tout à fait. Voilà. Et ce diabétique, il doit absolument contrôler sa glycémie 2 heures après le repas, pour savoir où il en est. Ceux qui sont sous insuline, nous leur apprenons à ajuster leur traitement. Ils peuvent se faire un rajout d'insuline rapide, celle qu'on appelle l'insuline des repas, parce qu'à la lente, on n'y touche pas.
Celle qu'on met juste après le repas. Et ceux qui sont sous comprimés, etc., on ne va pas leur demander de reprendre un comprimé, ils vont aller faire de l'activité physique, y compris celui qui est sous insuline. Il a le choix entre faire un peu d'activité physique et... l'activité physique, fait Sahara. Fait Sahara, voilà. Tout à fait. Le fait par oisiveté, on n'a rien à faire en attendant de manger, on va aller faire du jogging, on n'empêche pas les gens de marcher, c'est pas grave, mais entre 5h et 7h, on ne fait pas du sport d'endurance entre 5h et 7h. Certains le payent de leur vie. On a vu des syndromes coronariens se déclencher à ce moment-là, des AVC ou des infarctus du myocarde constitués. D'accord, mais très bien. Donc tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Wahida Salemchif, Wichar, juste après ceci. Alors, Wichar. Oui, voilà, donc Ramadan, fruits frais, c'est mieux que ce qu'on achète. Exactement. Mais un fruit, il est fait pour être dégusté, mangé, pas pour être bu. Donc, si vous allez les mixer, vous allez détruire les fibres. Vous aurez les vitamines, mais les fibres, vous allez les détruire. Or, on a parlé tout à l'heure du rôle des fibres qui vont réduire l'index glycémique, et donc, il vaut mieux croquer un fruit ou le déguster plutôt que de le boire sous forme de jus. Et boire de l'eau fraîche. Alors l'eau, moi j'aimerais, par rapport à la population générale, dire que les enfants, bon, d'abord les enfants ne doivent pas jeûner, mais les enfants et les adultes, les sujets âgés, il est défini, avant c'était 65 ans, maintenant on a tendance à dire 70 ans. Mais dans la réalité, quand on est âgé, on perd la sensation de soif. Alors n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Il faut d'emblée préparer vos 2 litres d'eau à peu près. Si c'est l'été, on demande à aller à 3 litres. Mais sont contenus là-dedans la soupe, le thé, le café, etc. Mais il faut boire cette quantité parce que nous éliminons au moins 1,5 litre quand nous sommes normaux, 1,5 litre dans la journée sous forme d'urine, il va falloir les remplacer entre le ftour et le suhour. Donc le mieux, au lieu d'attendre la sensation de soif, parce qu'on l'a pas toujours, bon c'est moins grave pour des jeunes, mais pour les sujets âgés, ils ne l'ont pas du tout. Donc il faut préparer sa quantité de boisson et s'efforcer pour la terminer. Bien entendu, on ne boit pas tout d'un coup parce que ça fait gonfler le ventre. C'est par petite quantité. Et cette eau, moi j'ai des malades qui me disent « Ah, c'est vrai que c'est insipide l'eau, mais pour moi je dis que c'est la meilleure boisson au monde. Mais rien ne vous empêche de mettre quelques tranches de citron avec leur zeste. Pour bénéficier également des vitamines, un peu de menthe et elle aura moins le goût insipide. Justement, maintenant on va parler des personnes qui veulent faire beaucoup d'activités physiques, donc il faut éviter les activités épuisantes, essayez de ne pas vous surmener pendant le jeûne, donc vous avez tout à l'heure expliqué cela, surtout pour les personnes qui veulent faire du sport, beaucoup d'activités, Ramadan, on dit c'est l'occasion de perdre quelques kilos, de reprendre l'activité physique, donc du coup on va tous courir, on va faire notre footing avant le marathon, donc qu'est-ce que vous en pensez mesdames? Vous voulez Alors, donc, pour l'activité physique, donc je dirais pour les personnes qui ont déjà l'habitude de pratiquer une activité sportive régulière, donc là, elles peuvent y aller sur une activité beaucoup plus légère, d'intensité modérée à légère, allant plus sur du renforcement musculaire sans charge, avec le poids du corps, tout en réduisant la durée de la séance, l'intensité, mais aussi en augmentant les temps de récupération pendant la séance. Donc il faut éviter les activités d'endurance très très intenses. Donc que ce soit avant le ftour, elle doit être légère. Après le ftour, c'est plus de la marche, ça va favoriser la digestion. Et plus on avance durant le mois de Ramadan, plus on ralentit et on réduit encore l'intensité parce que le corps s'épuise. Exactement. Moi je rajouterai juste quelque chose. En fait, l'activité physique est très importante pour tout le monde, malade ou pas malade. Et les recommandations sont à peu près les mêmes. Et pendant le Ramadan, Tarawih,
c'est de l'activité physique. Donc on demande aux gens de garder l'activité physique modérée. Par exemple, les femmes, elles s'activent dans la cuisine, elles bougent, elles vont dans tous les sens, etc. Les hommes, par exemple, au lieu d'aller faire une sieste, ils devraient faire une petite activité de bricolage, de jardinage, etc., au lieu d'aller s'allonger. Et vous savez, dans les recommandations maintenant, quel que soit Ramadan ou pas, on nous demande de bouger toutes les 30 minutes. C'est-à-dire le fait d'être sédentaire derrière un ordinateur, derrière un écran télé, c'est très mauvais. Toutes les 30 minutes, il faut bouger un petit peu. Sans compter qu'il y a l'activité dont parlait ma collègue, la nutritionniste, modérée d'endurance, il y a aussi maintenant l'activité de résistance. Il vaut mieux la faire même ba'dman fatro, parce qu'il faut également faire travailler ses muscles. Vous avez vu quelqu'un qui ne bouge pas, il a une atrophie, il y a ce qu'on appelle la sarcopénie, il va avoir une atrophie des muscles. Et bien maintenant, 2 fois par semaine, pour être en bonne santé, il faut aussi faire un quart d'heure d'activité de musculation. Si on a des haltères, pourquoi pas, des petites haltères, des bouteilles d'eau, et on fait travailler ses muscles avec. On peut aussi faire des mouvements de bicyclette pour faire... voilà. Oui, mais... Et vous avez parlé de sieste, justement, on a tendance à confondre la sieste, le moment de la faire. Donc moi je conseille, parmi les conseils que j'ai choisis, c'est il faut faire des courtes siestes. Donc si vous vous sentez fatigué pendant la journée, il ne faut pas les faire le soir, il ne faut pas les faire à 4 heures ou 6 heures. Donc une sieste ne doit pas dépasser un quart d'heure, n'est-ce pas? Effectivement. Tout à fait. Alors, le sommeil... nous, en tant que professionnels de santé, nous avons reçu en 2022 des recommandations qui insistent là-dessus. Alors, ce qui n'est pas bien, qu'on fait peut-être malgré nous, Ramadan, c'est changer le rythme. On veille trop le soir et puis on dort la journée. Or, les heures de sommeil du soir sont très très importantes. Si vous dormez la journée, vous ne remplacez jamais les heures de sommeil que vous n'avez pas fait la nuit. Et ensuite, maintenant, il y a des normes. Il ne faut pas dormir moins de 6 heures et il ne faut pas dépasser les 8 heures. C'est mauvais pour la santé. Et je ne sais plus ce que j'avais... Allez-y, peut-être que je vous ai coupé aussi. Donc une courte sieste et ne pas trop dormir. Alors la sieste, il ne faut pas dormir au point d'atteindre le sommeil paradoxal, etc. C'est des micro-siestes. Voilà, c'est des micro-siestes, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à 20 minutes. C'est pas déconseillé. Ça vous permet de recharger vos batteries. Et vous allez être, même le reste de l'année, lorsque vous êtes au travail, dans les pays développés, on a mis des espaces où les gens peuvent faire une petite sieste, ils sont encore plus productifs après. Eh bien, c'est pareil pour nous, il va falloir qu'on se mette à ce mode qu'on s'adapte. Et ça se fait de nos jours, même en Algérie. D'ailleurs, dans certaines formations, la sieste est programmée automatiquement après le déjeuner. C'est le moment où on est le moins attentif. Donc, on ne peut pas se concentrer. Exactement, donc une sieste est recommandée. Et après, c'est bon, donc on va reprendre notre attention et tout. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont équipées dans ce sens pour permettre à leurs employés pour se reposer. Tout à fait. Alors, lorsque vous cassez votre jeûne, évitez de manger rapidement ou de trop manger en une seule fois. Donc, prenez tout votre temps pour bien déguster vos plats. Voilà. Effectivement, on en a déjà parlé. Donc, voilà. Alors, un dernier point, Wahida. Voilà, justement, il y a pour les personnes qui adorent le café, qui sont accros. Oui. Donc il faut essayer de réduire ou de limiter, parce qu'on ne peut pas leur demander d'arrêter, parce que cela peut les rendre nerveux et les fatiguer en journée. Voilà. Alors, ça peut rendre nerveux, ça peut donner des palpitations, mais bon, on devient accro en fait au café, à la caféine, comme on est accro à la cigarette pour ceux qui fument. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Les études ont montré que jusqu'à 3 cafés, ça peut être bénéfique, sauf pour ceux qui ont des palpitations. Là, non. Mais dépasser ce nombre, comme on voit certains jeunes qui passent toute la nuit, toute la nuit, non, je parle du Ramadan, au niveau d'un café à siroter l'un après l'autre. Et le drame, c'est qu'ils mettent des quantités industrielles de sucre dedans. Ça devient un sirop plutôt qu'un café. Donc, il
faut être raisonnable. Et ça va vous empêcher de dormir. Donc voilà Très pourquoi les gens, ils ne... Je voulais aussi revenir sur un point, le pain. On n'en a pas parlé, le pain. Alors pour les diabétiques, comment que ça se passe le pain? Est-ce qu'on a droit au pain ou pas? Une petite quantité? Comment qu'on fait? Surtout que pendant Ramadan, on est très attiré par le pain à l'extérieur ou même à la maison. C'est vrai que l'Algérien abuse de pain en général, et le diabétique, c'est un Algérien, donc il a cette habitude. Les habitudes sont très difficiles à enlever. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, le pain n'est pas réellement indispensable, mais il va rentrer dans la quantité de féculents autorisés. Ensuite, il y a le pain blanc et le pain qui est soit ce qu'on appelle le pain noir fait à base de céréales. Le pain blanc, il va faire monter la glycémie. Je parle sous la correction et l'autorité de la nutritionniste. C'est comme du sucre, il va faire monter, d'ailleurs dans l'index glycémique on compare soit au sucre blanc soit au pain, très très vite. Et alors que lorsque c'est un pain complet ou un pain fait avec de l'orge et tout, ça va plus lentement, ça monte pas beaucoup. Mais il faut comprendre que si vous prenez 30 grammes de pain blanc ou 30 grammes de pain, on va dire noir, c'est sur le plan de la charge glycémique et de la quantité de sucre, c'est la même. C'est-à-dire que votre corps, il va recevoir la même ration. C'est pas parce que ça monte plus lentement que sur le plan de la quantité, c'est néfaste. Ensuite, il y a un truc très important qu'il faut avoir en tête à un moment donné. Voilà, donc, dès que la glycémie dépasse 1 gramme, pour nous maintenant, même si le laboratoire il vous met 1,10, passé 1 gramme, nous faisons des tests aux gens pour capter le prédiabète avant qu'il ne donne des dégâts. Parce que les complications, c'est pas uniquement quand on est diabétique, ça commence déjà dans le prédiabète. Pour la macro. Le gras avec cet excès de sucre, même si ça dépasse que d'un petit peu, ça va atteindre les gros vaisseaux et on peut rentrer dans le diabète avec déjà des complications. D'accord, donc il faut faire très attention. Dès 1 gramme, il faut aller consulter pour se faire accompagner, pour avoir moins de risques. À mon avis, il faut que les gens arrêtent d'interpréter eux-mêmes leurs examens. Ils ont le droit de regarder, mais prenez l'avis d'un professionnel de santé parce que lui, il sait où placer les limites. C'est pas le laboratoire quand il vous met un 10, c'est juste l'intervalle qui est utile par rapport à la méthode qu'il a utilisée. Mais prenons par exemple, quand on dit cette personne est à haut risque cardiovasculaire, le cholestérol. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous me dites, cholestérol, il n'a pas de norme. Le laboratoire, il va vous mettre jusqu'à 2 grammes, c'est normal. Après, ils vous mettent le bon et le mauvais. Mais dans du bon cholestérol, du fait qu'on fume ou pas. Et c'est donc le médecin qui saura interpréter, mais pas juste la norme que vous regardez lorsque vous la ramenez du laboratoire. Et il faut se contrôler souvent et aller faire des bilans. On n'a pas l'habitude, on n'a pas cette culture de faire un bilan annuel. Après Ramadan, justement parce qu'à l'arrivée de Ramadan, après Ramadan, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des maladies chroniques qui se déclarent. Tout à fait, et on n'a pas parlé de quelque chose de très très important. C'est vrai, tout à l'heure, ma collègue disait, il y a des gens qui vont chercher à profiter du Ramadan pour maigrir et qui vont faire un effort et qui vont faire aussi beaucoup d'activités physiques. On a interpellé par rapport entre 5h et 7h. Mais il y a des gens qui ne se pèsent pas du tout et qui mangent de façon inconsidérée, sans s'imposer de limites. Et après, nous, quand nous faisons les bilans en post-Ramadan, dans un pèse
personne et de se peser au moins 2 fois par semaine. Parce que si vous gagnez 400, ou ça c'est quelque chose que je sors souvent pour convaincre les gens, vous gagnez 400 grammes ou 500 grammes, c'est facile à enlever. 4 ou 5 kilos, c'est problématique. C'est une autre paire de manches. Donc, surveillez votre poids. Et nous, maintenant, pour ceux qui s'occupent du diabète et des maladies athéroscléreuses, etc., nous lions le diabète au poids. Donc, même dans la thérapeutique, nous cherchons des médicaments qui réduisent le poids en même temps qu'ils réduisent la glycémie. D'accord. Alors, il faut faire attention et consulter son médecin. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Alors, je rappelle, professeur Samia Zekeri, vous êtes spécialiste en médecine interne, formatrice en éducation thérapeutique du patient à l'hôpital Berdaria. Merci pour votre participation. Merci. Très riche. Et on espère qu'on a apporté aux patients autant d'informations qu'ils vont passer